Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Cupra Formentor en version hybride 204 chevaux. Je vous avais déjà présenté du Formentor VZ5 avec le moteur de la Audi RS3 en Laponie et également ici, on s'était éclaté, c'était une de mes voitures préférées, sûrement mon SUV compact préféré. J'avais adoré cette voiture, on avait essayé la version également TSI, 310 chevaux, j'étais un des premiers à vous la faire dans une version en série limitée qui était incroyable, j'avais adoré également, châssis, moteur. Et là je me suis dit, mais Nico, tu n'as pas fait la version en hybride alors que c'est une des versions les plus vendues en France puisque malheureusement, la fiscalité en France, ça fait mal à ce genre de petite voiture plaisir, sauf celle-ci où on n'a pas du tout de malus grâce au côté hybride rechargeable. Comme d'habitude, on se fait un essai complet, je vous redonne les caractéristiques des moteurs de Cupra et ensuite essai complet et on voit un petit peu les consommations également. Donc le Formentor, il existe soit maintenant en 2 litres TSI, 310 chevaux, truc assez sympa, hein. Ça marche bien, 400 Nm de couple, la DSG7, un 0 à 100 en 4 secondes 9. Plutôt bien, en dessous des 5 secondes. Mais malheureusement, malus de 60 000 €. Merci le gouvernement. Ah, c'est tellement bien de taxer autant des voitures comme ça. Sinon, il coûte 53 000 €, mais il prend 60 000 € de malus. Donc si on ne veut toujours pas d'hybridation, on peut se prendre le 1,5 litre TSI 150 chevaux, qui lui est plus correct. 0 à 100, 8 secondes 7, bon, c'est beaucoup moins bien, effectivement, hein. On divise par 2 quasiment la puissance, mais il se prend seulement un tout petit malus de 4 300 €. Bon, c'est toujours embêtant, mais bon, c'est déjà mieux que 60 000. Sinon, on est raisonnable, on se dit, bon, il existe 2 versions en PHEV. La version 245 chevaux, soit la version que j'ai ici, la version 204 chevaux. La plus accessible, mais également avec 0 malus comme celle à 245 puisqu'on a une batterie de 12,8 kWh qui nous annonce une autonomie sur celui-ci entre 55 et 71 km en 100% électrique. Bien sûr, vous me connaissez, on va forcément essayer l'autonomie en 100% électrique sur un mixte. On va partir de Paris, aller vers Fontainebleau et voir ce que ça donne sur des conditions mixtes. Cette version 204 chevaux, donc c'est le 1,4 litre, on a environ 150 chevaux en thermique et le reste en électrique. C'est exactement la même chose pour la version 245, sauf que 245 on a quand même 150 chevaux en thermique et le reste en électrique. Donc le moteur électrique sur la 245 est un petit peu plus poussé que celle-ci. Ensuite au niveau des finitions, on a soit la version V comme aujourd'hui, soit les versions VZ, un côté un petit peu plus sportif. Ensuite, il y a des packs business pour les professionnels, puisque un paquet de professionnels achète ce genre de voiture, puisque grâce à la batterie et le côté hybride rechargeable, il y a beaucoup moins de taxes sur les véhicules de société. Et ensuite, il y a une version Tribe Edition, petite série limitée, tout comme il y avait à l'époque le VZ5. Il me semble que normalement, ils ont tous été vendus, à vérifier, mais en tout cas, je l'ai pu retrouver sur le catalogue chez nous. Au niveau du tarif pour cette version, 48 900 €, 53 000 pour les versions thermiques ou 40 600 € pour le 1,5 litre TSI, l'entrée de gamme avec pas d'hybridation. Au niveau des dimensions, cette voiture elle fait 4,45 m de long, 1,84 m de large sur 1,53 m de haut avec ses barres de toit, sinon c'est 1,51 m. On a un empattement de 2,68 m, ça devrait normalement nous offrir un petit peu d'espace à l'intérieur. Au niveau du poids, pour les versions hybrides rechargeables, on est aux alentours de 1700 kg et ces voitures peuvent remorquer également jusqu'à 1700 kg en freinée. On pourrait y mettre 40 litres d'essence. 40 litres d'essence, moi ça m'indiquait environ 540 km d'autonomie. Et l'électrique, on le verra lorsqu'on redémarre la voiture, vous allez le voir quand on partira de Paris. Au niveau des couleurs, la première fois que je le vois en blanc comme ça, je le trouve vraiment cool, avec le blanc, les petites touches de noir et de bronze. Je trouve que ça amène un style sympa et ça le change. En fait, ça le rend un peu moins viril, mais il garde toujours un petit côté sexy. Disponible en 7 couleurs, on aura à l'intérieur disponible avec 7 selleries différentes. Et au niveau des jantes, on pourra aller du 18 au 19 pouces avec 6 types de jantes différentes. Bon, comme c'est pas une nouvelle voiture, je vous refais pas un truc complet, hein, mais juste des lignes assez tendues. Ces feux bien spécifiques à Cupra, comme on retrouvait également sur les Seat avec ce triangle. La grosse calandre avec le Cupra en bronze ici avec cette imitation carbone à l'intérieur. En blanc, je le trouve très joli. Ici, les feux là, toujours des petits rideaux d'air. Tout est peint sur l'avant. Bon, bah, c'est quand même plutôt joli avec des grilles un petit peu spécifiques qu'on retrouve sur les autres couleurs également.
Et donc, sous le capot, soit on a le 2 litres TSI, soit le 1,5 litre TSI, soit les 1,4 litre avec de l'hybridation. On n'a pas encore les 1,5 litre Evo 2 qui sont arrivés dans le groupe Volkswagen. Peut-être que ça viendra sur les prochaines, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai appelé Cupra, on m'a dit que c'était pas pour tout de suite. Sur le côté, toujours cette forme. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est, imaginons qu'on le coupe ici, là, on a l'impression que c'est un break de chasse. Lorsqu'on le prend juste sur la partie basse, on dit c'est un SUV. Et en fait, ils ont bien mixé les deux et ça rend ce design incroyable sur ce Formentor. J'adore ce look. Franchement, si j'avais un petit peu de sous, ça pourrait être ma voiture daily parfaite. Ici, la trappe à essence, donc j'appuie à l'intérieur. La trappe de recharge de l'autre côté, ça met environ 3 heures pour recharger cette batterie. Poignée, ici type frigo. Les barres de toit, très jolies et fines. Vitre arrière surteintée sur cette version et pareil sur les côtés. Tout est peint, même les arches de roue. Et ces jantes, je les trouve juste sublimes. On m'a fait hier, on m'a dit mais qu'est-ce qui a piqué des jantes de Lamborghini pour les mettre là-dessus? Et c'est vrai qu'on pourrait croire à des jantes ultra travaillées comme on avait sur les Lambo à l'époque. Et sur l'arrière, ce que j'aime beaucoup, c'est ce très long bandeau lumineux avec cette reprise ici avec ce petit triangle qui revient. On est sur du 100% LED pour tout ce qui est éclairage sur ces voitures, à l'avant comme à l'arrière. Et ce bandeau est quand même joli avec les petits rappels Formentor sur les phares. Très longue casquette ici, là, sur ce béquet. Essuie-glace, bien pratique. Le Cupra, et franchement, entre ce blanc et ce contraste, ça y va bien. Ce gris ici, plus du noir sur le bas, bien sûr des faux pots d'échappement, c'est juste pour faire joli ça, avec ce petit diffuseur assez sexy. On a la caméra de recul juste ici avec de quoi la nettoyer. On a la porte qui est motorisée, ça reste quand même un vrai plus. Dans le coffre, comme on a quand même une grosse batterie sous le plancher, on a seulement 345 litres. Alors 345 litres, qu'est-ce que ça donne? Puisque les litres, moi ça me parle pas du tout à chaque fois. Hop. 345 litres. Voilà. Je pense que moi je dois faire un bon 200 litres. Ici je peux tirer pour abattre les sièges. Au niveau de la banquette, on est en 2 tiers, 1 tiers avec une trappe à ski à l'intérieur. Hop. Bon, il y a un petit peu de place. Plage en dur ici. Perso, moi ça me va. Alors, à l'arrière de cette voiture, qu'est-ce que ça donne? Alors, on a les portières ici en plastique avec une sorte de cuir à l'intérieur sur la contreporte, la poignée qui est plutôt jolie avec des surpiqûres, mais sinon c'est du plastique dur quasiment partout. Alors je rentre assez facilement ici, et je tombe dans un grand espace. Je vais relever ça, hop, je referme. Alors ce qui est très bien, le siège à l'avant il est réglé pour moi. Regardez l'espace qui me reste, il me reste plus de 15 cm devant les genoux. J'ai de la place sous le siège parce qu'il est monté sur des rails qui sont surélevés. Ça me permet d'avoir énormément de place pour les pieds. J'ai beaucoup de place pour la tête. Les sièges sont bien. Ils maintiennent quand même quand j'avance mes jambes, ici bien derrière les cuisses, ce qui est de moins en moins le cas sur les voitures, parce que souvent ils mettent des batteries sous le plancher. Donc ça abaisse un petit peu les sièges. Là, je suis bien. Ça m'évite d'être trop comme ça, comme dans certaines voitures. Souvent, vous me verrez dans certaines autos, je suis un peu comme ça. Pas de maintien ici, c'est un peu embêtant parce que ça met toute la pression sur vos fesses et au bout d'un moment, ça fait un petit peu mal aux fesses. On a les poches à l'arrière ici. La tête, franchement, je suis bien. Chacun a sa poignée, 4 poignées. Les fenêtres sont grandes, j'ai une belle visibilité sur l'extérieur. C'est une voiture agréable à l'arrière en tout cas. Là, je suis vraiment bien. Une sorte d'imitation cuir ici, mais tissu, donc c'est un mix entre les deux. On a la couloir centrale avec la languette. Donc toujours comme chez Volkswagen, on retrouve le porte-gobelet caractéristique. La trappe à ski que je peux ouvrir directement ici et aller chercher mes choses dans le coffre ou faire traverser les skis. 2 ports USB-C ici en plein milieu. Alors elles sonnent parce que j'ai laissé les portes ouvertes. Climatisation réglable à l'arrière, donc on a 3 zones, on peut régler sa température ici, 2 aérateurs sur les côtés, fixation top taser isofix sur celui-ci et les 2 sièges d'extrémité, 3e ceinture ici en plein centre. On a un gros tunnel central parce que oui, ça existe en 4 roues motrices, les versions 310 chevaux sont en 4 roues motrices. Donc, hop, je passe ici. Là également, il me reste pas mal de place, même au niveau de la tête, même au niveau des genoux, au niveau des pieds. Alors moi, mon 44, il passe pas derrière les rails, donc il faudrait que j'écarte un poil les pieds. Si c'est un enfant, normalement, ses pieds passeront bien ici. Par contre, je ne peux pas les mettre là parce que sinon, là, c'est vraiment de la contorsion. Ici, c'est beaucoup plus ferme. Au niveau de l'assise, ça reste relativement correct. Par contre, le dossier, étant donné que c'est un accoudoir, là, c'est quand même devenu beaucoup plus ferme. On a les ceintures qui peuvent se bloquer sur les côtés ici directement grâce à une petite pince pour quand on rabat la banquette. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas rabattu de banquette, tiens. Voyons voir à quoi ça ressemble.
banquette rabattue, on a un plancher quasiment plat, ça remonte un petit peu sur ce niveau. On a de la moquette également ici. C'est plutôt pas mal. Bon allez, je vous présente l'avant. Allez, je vous emmène refaire un petit tour rapide de l'avant. Je ne vous refais pas une vidéo complète hein, puisqu'on a déjà fait. Je vous montre l'intérieur de celle-ci. Donc, porte ici en gris. Donc, selon où on est, ça reflète plus ou moins clair. Le bandeau lumineux traverse ici qui va faire le tour de l'habitacle. Ça, c'est très joli. Je vous ferai un petit bout de nuit également. Ici, les commandes de fenêtres rétroviseurs, rabattre les rétros et dégivrer les rétroviseurs. Donc, hop, quand il fait froid. De quoi ouvrir le coffre à distance et la trappe à essence et partie plastique. Tout ici, une sorte d'imitation cuir également avec des surpiqûres et un plastique un petit peu moussé sur le haut. Seuil de porte, Cupra, siège manuel sur cette version. Hop, voilà à quoi elle ressemble avec les petites surpiqûres ici, couleur cuivrée également. Et je vais retourner la voiture pour pas que vous ayez tous les reflets du soleil. Bon, comme je suis à l'intérieur, je vous montre quand je la démarre. J'appuie sur le bouton ici, démarrer. Hop, la voiture se démarre. Compteur numérique ici. Et en vrai, je pense que je vais même rester là, puisque les reflets du soleil ne sont pas gênants. Alors, hop, comment on tire ça? Là, je me recule au maximum. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt joli. Le volant Cupra, j'ai toujours bien aimé avec ce design ici qui ressemble à du carbone. Alors, c'est pas du tout, hein, c'est juste du plastique. Sur le côté gauche, on a toujours les aides à la conduite, le volume ici pour la radio. Et plus ou moins pour la vitesse au régulateur avec le Travel Assist qu'on a de présent aujourd'hui, plus la distance avec le véhicule qui nous précède. Ici, c'est pour changer les vues de ce compteur. Ici, changer les radios ou autres. Et pareil, ça ou défiler les informations avec ça. Et le volant chauffant qui est bien pratique en ce moment puisqu'il fait 2,5 degrés comme vous pouvez le voir. Donc, si je veux changer les vues, je vais appuyer sur View ici et regardez ce que je peux avoir. Donc, cette façon, un petit peu arcade. Cette façon là qui nous donne un truc un peu plus moderne. Cette façon avec le GPS. Cette façon très simple pour les gens qui sont minimalistes. Le compteur comme ça, où ça donne plus le style Cupra. Ou cette façon que moi j'aime bien parce que j'ai toutes mes infos de consommation ici, mes compteurs. J'aime bien que ce soit un petit peu traditionnel de temps en temps. Donc on va voir qu'on a toutes les infos. Il me reste 0% de batterie que j'ai épuisé maintenant. Là c'est le reste en essence. Compteur, la radio, les consommations ici. Et ensuite, grâce à cette petite roulette ici, je peux faire défiler les informations sur le centre de l'écran. Et dans tous les cas, je peux avoir pas mal d'informations. J'aime bien regarder mes consos par exemple. Et ensuite, je peux aller sur le côté ici ou sur le côté gauche. Et faire défiler également les informations. Soit je veux rien, état de charge de la batterie. Et je peux avoir vraiment pas mal de choses également. Alors, j'avoue que j'aime bien avoir ça là, voilà, comme ça mon autonomie. Voilà pour ce côté-là. On a des palettes derrière le volant, puisqu'on a une boîte DSG6, on peut passer les rapports. De ce côté-là, on a les essuie-glaces, et de ce côté-là, toujours les appels de phare et les clignotants. Et si je veux les aides, j'appuie sur ce bouton, et ça m'affiche les aides que j'ai, donc avec le L1 les ACC et autres. Et comme d'habitude, donc je redescends ici, Side Assist, alerte de stationnement sortie de voie, Front Assist, et on peut refermer en appuyant sur le bouton. Pour allumer les feux et les régler, le mode auto ici directement, ou dégivrer l'avant et l'arrière, c'est ici, les feux anti-brouillard, c'est également à cet endroit-là. J'aurais bien aimé avoir la trappe de rangement ici, comme on a souvent dans le groupe Volkswagen. Malheureusement, il n'y a pas. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Pas d'affichage tête haute, mais par contre, regardez, comme on voit bien le capot ici, on a l'impression d'être dans un vrai 4x4, avec ce capot très à plat, les rainures dessus. Ça nous donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose de sportif, avec l'impression de conduire une voiture américaine avec ce gros capot à l'avant. Ensuite, cet écran ici, gigantesque. Alors, il n'est pas aussi grand que les 15 pouces qu'on a maintenant dans le groupe Volkswagen. Ici, là, toujours le volume que je peux avoir ici également. La température toujours en tactile. Alors ça, je suis pas très fan. Ils reviennent petit à petit à des touches réelles. Ensuite, plus bas, des aérateurs. 2 ports USB-C ici avec un chargeur par induction. En plus, de quoi démarrer la voiture. Le sélecteur de vitesse ici. Donc parking, j'appuie ici. Drive, je tire vers moi. Reculer, je pousse vers l'avant. Ça m'active ma caméra de recul assez basique et les radars de parking avant-arrière. Je repasse en parking. Auto hold à cet endroit-là. Frein de stationnement ici et
verrouillage de la voiture à cet endroit-là. Là, on a double porte-gobelet, un petit accoudoir qui coulisse et on peut le relever. Et on retrouve à l'intérieur une prise 12 volts et un petit rangement. Voilà, quelque chose de très simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? J'avoue que je suis toujours assez fan. Là-haut, rétroviseur avec des tout petits bords, la touche SOS, toujours les LED ici en tactile, avec écoutez. À chaque fois que je fais une commande dans la voiture, il y a un petit toc qui vient avec le son. Là-haut, on a la petite LED et coucou maman, je passe à la télé. Hop, hop. De ce côté-là, le tableau de bord continue. Il est prolongé ici avec cette sorte d'alu brossé et la boîte à gants qui ressemble à ça. Elle est assez grande. Je pense qu'on peut mettre des bouteilles d'1,5 litre. On pourra sûrement mettre 2 bouteilles d'1,5 litre ici. Voilà à quoi ça ressemble, plus le bandeau normalement qui traverse de nuit. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à aller laisser cette voiture. C'est parti. Allez, c'est parti avec cette Formentor en PHEV. On va pouvoir se faire le test. On commence ici en 100% électrique. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ce côté très silencieux, hyper agréable au quotidien, surtout pour la ville. On va aller direction Fontainebleau, donc là il y a 67 km. La voiture, quand je l'ai prise, a été chargée à 100%, elle m'indiquait 39 km d'autonomie et on va voir ce que ça donne. Donc effectivement pour la ville ça va durer un petit peu plus longtemps, sur autoroute un petit peu moins, mais l'idéal ça va être de se faire un mixte aujourd'hui avec cette voiture et voir ce que ça donne. Alors ce que j'aime bien c'est tout de suite ce volant, c'est plus fin que les autres, une direction assez agréable, on est dans une Formentor quand même, on a ce look avec le logo Cupra. Le look à l'extérieur, on le voit un petit peu, ce long capot ici bien à plat avec les rainures, ça amène quand même un petit quelque chose. Et j'avoue que le fait de l'avoir en blanc, je le croise quasiment jamais. Je ne sais même pas si j'en ai croisé un une fois en blanc dans la rue, mais ça amène à quelque chose de différent. La climatisation, je vais peut-être baisser un petit peu parce que c'est 23, on va mettre 21 partout. On est bien. C'est un environnement assez sombre, mais c'est le côté un petit peu caractère un peu sportif, ça colle avec la voiture. J'avoue que j'aurais bien aimé un très grand toit panoramique. Mais j'avais adoré les précédentes versions que j'avais essayé, même le VZ5 qui était genre la quintessence qui va vraiment coller avec cette voiture. Parce que moteur très sportif, elle a un look incroyable. Cupra, ça se veut aussi très féroce. Sur les anciens modèles, c'était vraiment le côté sportif. Je trouve que le VZ5, c'était ma voiture de cœur. J'avais vraiment beaucoup aimé. À chaque fois que je ralentis comme ça, ça freine avec le moteur électrique. Chaque fois que je réaccélère, pareil, c'est de l'électrique. Tant qu'on a de la batterie, c'est à privilégier d'abord d'user la batterie. On peut garder la batterie pour plus tard, on peut recharger également si on souhaite, mais le but c'est de préserver et recharger sur une prise à chaque fois. On a les aides à la conduite, on a tout ça, on verra que ce sera plutôt agréable sur le périph' ou sur la route juste ensuite. Mais j'aime vraiment bien le feeling de cette voiture. Ça change. Elle a un petit quelque chose de spécial, je trouve. Même si elle fait partie du groupe Volkswagen, elle a un petit truc à elle. L'avantage qu'on a sur celle-là, on a le DCC, donc si je me mets en confort, la suspension va se mettre en mode confort. Je peux me mettre aussi en individuel et faire en sorte que la suspension soit plus ou moins dure grâce au DCC. Ça, c'est un vrai plus chez Volkswagen. On a 15 niveaux à chaque fois et c'est quand même très bien géré. Nouvelle Z4, d'ailleurs je n'ai pas essayé cette nouvelle Z4, il faudrait peut-être que je le fasse. J'ai fait la Supra, la version avec le toit en dur, mais j'ai pas fait cette BMW Z4 qui a quand même sacrément du charme. Le CarPlay, on a toujours ici. En confort, c'est pareil, même le mode électrique amène ce côté confort. La pédale d'accélérateur est très progressive. Ça peut être un petit peu plus brutal si on souhaite, mais c'est pas extrêmement puissant lorsqu'on est en 100% électrique. C'est largement suffisant pour le quotidien. Ça va rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique. On le verra tout à l'heure. Sur la route, si d'ailleurs on a assez d'autonomie pour atteindre la partie à 135 km/h, j'espère. Ça me dit que j'arrive à 16h33, c'est l'heure à laquelle ça va commencer à boucher un petit peu. Donc on va voir. J'ai le auto hold, ça c'est mon option préférée pour la ville. Bon, je vous reprends un petit peu dès que ça roule. C'est parti, on va aller s'insérer sur le périphérique. Là, comme on va passer de nuit, donc on passe dans un tunnel. Ce qui est bien, c'est que ça m'allume mon éclairage avec commutation des feux, bien sûr automatique. Mais ce que j'aime bien, c'est tout ce bandeau qui fait tout le tour chez Cupra. Je trouve ça assez intéressant. Également, quand on a des angles morts, ça s'affiche là sur le côté directement. Et ça joue aussi pas mal
lorsqu'on a le GPS, ça nous donne des indications. Ce grand bandeau lumineux, c'est quelque chose d'interactif qui est assez agréable. Là, on est dans un tunnel, donc toutes les fenêtres sont bien fermées. La sonorisation est plutôt bonne. L'intérieur, on a d'éclairage au niveau des pieds, un petit peu au niveau des portes, seulement sur la partie avant, pas à l'arrière. On peut se mettre également les aides à la conduite. Donc là, ce que je vais me faire, c'est mettre mon régulateur, mon travel assist, mais à 70 ici. On a le stop and go, toutes les aides à la conduite. Ce que j'adore moi, c'est ça. Donc des fois, il faut remettre un petit coup sur l'accélérateur pour que ça redémarre, selon la vitesse et selon le temps d'arrêt, selon quand est-ce qu'on l'a activé. Et ensuite, la voiture conduit toute seule. Et également, j'ai le travel assist avec le centrage de voix sur cette auto. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal, ce qui me permet, dans les bouchons, de pouvoir me relaxer et vous parler comme ça, raconter un petit peu ma vie. Ça, c'est vraiment beaucoup plus relax. Par contre, voilà, il faut reprendre les mains sur le volant. Là, vous pouvez voir, alors, je ne sais pas si vous le voyez là-bas, en orange ici, ça c'est pour m'indiquer qu'il y a quelqu'un dans les angles morts. Et ça clignote comme ça, si par exemple, je mets mon clignotant et que j'y vais. Ça, c'est des petites options que je trouve quand même assez agréables à avoir au quotidien. Et surtout, moi, c'est la conduite de niveau 2, centrage de voix et régulateur adaptatif. Ça change clairement la vie. Donc là, je vois, il y avait un scooter qui arrivait sur le côté. Je suis sur le périph', voie du milieu. Eh bien, elle reste quand même bien sur la droite. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui suivent un petit peu la voiture de devant. Et je trouve ça bien parce que ça laisse de quoi passer les motos ici. Donc, pour le moment, on a toujours 35 km d'autonomie. J'espère que ça va rouler un petit peu mieux parce que là, ça fait 23 minutes que je suis dans la voiture et on a fait 3 km. C'est là aussi où l'électrique, c'est quand même assez intéressant parce que quand on a une voiture thermique, 20 minutes pour 3 km, ça veut dire que le moteur tourne pour rien. Alors que là, en électrique, on pollue quand même déjà beaucoup moins. Ça roule enfin un petit peu. Donc, on va se mettre au régulateur ici à 70. Alors, à 70 km/h en full électrique, toujours. On entend très légèrement des petits bruits de roulement. La suspension amortit super bien, même les défauts et autres. On va voir tout à l'heure sur les petites routes de campagne ce que ça donne. Et en plus dynamique, l'avantage c'est qu'on a le mode sport qui va pouvoir rendre la direction et la suspension, tout comme l'agrément moteur, totalement différent. Même en montée, c'est ça l'avantage aussi de l'électrique, c'est que ça peut aider même si on est en thermique. Il faudrait que je la baisse elle. Pourquoi elle me parle? C'est plutôt agréable. Là par exemple, on est en montée. Donc je vais juste lui demander, même juste en électrique, de réaccélérer pour aller se mettre. Alors, je vais le faire comme ça. Allez, à 90. La voiture réaccélère. On a assez de puissance pour pouvoir même doubler en restant en 100% électrique. Je comprends pas, des fois, vous voyez, des fois des chaussures sur l'autoroute. Là, il y avait une chaussure sur l'autoroute. Comment elle a fini là? Donc là, par exemple, allez, je vais doubler parce que ça se traîne un peu devant. Il y a largement de quoi faire en fait. C'est pas sensationnel juste en élec, mais ça suffit largement. C'est comme une voiture standard avec une boîte mécanique, comme si on restait sur un rapport sans entrouvert, et ça y va. Largement de quoi faire. À 90 km/h, toujours zéro vibration moteur. Toujours ce côté assez agréable de cette suspension. On entend un petit peu de bruit de roulement, mais au final, on n'a que ça à entendre puisque on n'a pas de bruit moteur. Donc c'est ce côté assez plaisant des voitures hybrides rechargeables. J'aime bien, hein, franchement. Même l'électrique, on est là, l'électrique, en fait, à force d'y goûter, on s'y fait de plus en plus. Si on a de quoi recharger, ça peut être très intéressant. Après, j'aime beaucoup les hybrides simples, puisque ça permet de ne pas avoir à recharger. Ça offre des consommations quand même plutôt raisonnables également. Mais c'est vrai que quand on peut rouler toute une partie en 100% électrique, c'est quand même vraiment bien. Donc là, je viens de réaliser 10 km en électrique. Il me reste 29 d'affichés. Donc pour le moment, ils nous ont pas menti. Ça a bien fait de 39 à 29 avec 10 km. Petit point conso, je viens de passer 20 km de route. Il me reste un petit peu plus de 50%. Et la voiture m'indique encore 27 km. Donc plus je roule, plus ça devient roulant là. Et j'ai pas dépassé 90 km/h pour le moment. Et plus elle rajoute de l'autonomie. Donc 20 plus 26 là maintenant, ça voudrait dire en gros 46 km. On s'approche un petit peu maintenant du mix annoncé par Cupra.
pariez sur quoi, vous? Allez, je vous reprends dans quelques temps. Normalement, on devrait avoir assez pour pouvoir faire le bout à 110 et à 130 et même peut-être un petit bout de route de campagne. Ouais, il y a peut-être possibilité. On va voir ça. Et ensuite, on se fait le test en hybride, voir combien ça consomme en hybride. Très mauvaise idée de vous faire cet essai aujourd'hui en passant par la 6. Il y a les tracteurs qui bloquaient l'autoroute. Donc bon, force à tous nos agriculteurs qui bossent sans relâche comme des fous pour certaines fois gagner tout juste leur vie. Courage à eux. J'aimerais bien juste que ça fasse chier nos politiques et que ça embête pas en fait nous sur la route. Donc je comprends clairement le mouvement, mais putain, si les politiques pouvaient faire quelque chose plutôt qu'ils en arrivent à embêter le peuple qui nous on achète leurs produits directement et on aimerait bien, je pense, pouvoir les aider plus. Et j'avoue que c'est la galère là pour ceux qui sont sur l'autoroute. Bon, en tout cas, ce Formentor, là j'en suis à 36 km réalisés, il me reste 13 km d'autonomie encore en 100% électrique. Là on va se faire le petit bout à 110, il y a le 130 qui arrive pas très loin. Moi toujours dans le confort, mes aides à la conduite, j'avoue que c'était un vrai plus d'avoir les aides à la conduite dans les bouchons. Les pauvres parisiens en tout cas là, qui vont se taper la 6, à mon avis ils sont pas prêts de bouger. Et je comprends parfaitement ce mouvement. Je vais me mettre donc 110 ici, allez hop, 110, réinitialiser, ça relance bien. Même à cette vitesse, j'ai de quoi relancer sans trop de soucis. Ça y va franchement sans difficulté. À 110 km/h, je commence à peine à percevoir très très léger petit bruit du vent. Mais c'est bien insonorisé même par rapport à ça. Ce qu'on entend le plus, c'est toujours les bruits de roulement. On a quand même d'assez gros pneus, on a une voiture à caractère un petit peu sportif. À part les bruits de roulement, c'est très très calme dans l'habitacle. C'est plutôt plaisant. On va arriver là juste après le virage au petit bout à 130. Donc, et ce que j'aime bien, c'est que là quand il marque 110, eh bien, on est vraiment à 110 GPS. Il y a des marques souvent des fois qui trichent un petit peu, qui mettent l'inverse. Ça dit 110 compteur, mais en vrai on est à 104, 105, 106, ça dépend des marques. Et là le 110 c'est un vrai 110. Allez, juste après le virage ça va passer à 130. Ce qui est bien par contre, le fait que c'est bloqué tout le monde, c'est qu'ici ça roule nickel, qu'il y a moins de monde. J'attends vraiment le panneau. Par contre ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 110 ou à 130 ça va consommer beaucoup plus d'énergie que si on était à 70 ou 90. Il y a des voitures où sur autoroute on arrive à faire des très bonnes moyennes, comme j'avais fait par exemple avec la série 5. Pour ceux qui ont regardé la 520D, j'avais adoré les consommations entre Paris et Pornic, c'était juste superbe. Allez, ça passe à 130 ici, 2 clics ici, ça monte de 10 en 10. On va aller doubler le camion. La voiture se ressente, là elle me dit ah, on a bientôt plus de batterie, il reste 5 km d'autonomie. 40 km que je viens de passer, donc là il me reste encore 5. Franchement, même à 130, c'est hyper silencieux. On entend juste donc toujours les bruits de roulement. À part les bruits de roulement, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Même l'insonorisation par rapport au vent, c'est hyper aérodynamique comme voiture, on dirait pas comme ça. Parce qu'avec toutes ces lignes agressives, on pourrait se dire qu'il va y avoir un petit peu plus de bruit du vent. Alors qu'à 130, quasiment pas. C'est franchement intéressant. Elle est très plaisante à rouler au final. Un petit peu de musique. La sono est franchement bonne. Moi j'écoute la radio DAB ou la radio avec le CarPlay ou mes musiques. La qualité sonore est très bonne. On peut régler assez bien ses niveaux. Et, on est bien dans cette voiture. Bon allez, je continue comme ça. Bon allez, il me reste 1 km. J'en suis à 42 réalisés. 0 litre au 100 pour le moment. Et normalement on ne devrait pas tarder à passer en thermique. Donc justement je vais attendre que je passe en thermique, voir à 130 pendant qu'on y est directement ce que ça donne. Ça m'affiche 0. Le moteur thermique c'est toujours pas démarré. Là on est en légère pente montante, il va peut-être pas tarder. Donc ici. Donc le but aussi également, c'est quand le moteur est froid comme ça, si vous roulez sur l'autoroute, bon il va démarrer. On a la boîte DSG6 donc il va être assez bas dans les tours. Mais
Ne forcez pas forcément à fond directement en faisant monter le moteur très haut régime, puisque le moteur sera quand même froid à ce moment-là. Ça y est, le moteur vient de démarrer. Eh bien, je suis à 2200. Je dois peut-être être entre 2300 et 2500 tours minute. Bien sûr, autoroute, c'est très discret. Si on y fait hyper attention, on perçoit très légèrement ce bruit moteur. Mais c'est même pas un bruit, c'est juste, on entend qu'il y a quelque chose qui tourne. Mais il y a très peu de différence comparé à l'électrique. En tout cas, à régime stabilisé à 130 km/h comme ça. Donc j'ai réalisé 44 km en 100% électrique sur un mixte, ce qui est plutôt correct. Il y a des voitures qui font bien mieux maintenant. Il y a certaines voitures qui dépassent les 100 km d'autonomie. Je trouve ça vraiment bien. Là, on est pas mal. Donc là, par exemple, j'arrive à un rond-point, pédale de frein, je suis en phase de décélération. La voiture coupe le moteur thermique, recharge un petit peu d'énergie. Hop, on passe par ici, on tourne à droite. Comme elle a récupéré un petit peu d'énergie, tant que je réaccélère pas trop fort, elle reste en électrique. Et à partir du moment où j'ai besoin, ça redémarre. Donc là, le moteur, on l'entend. Oh, j'adore cette Maserati Gran Turismo. Non, c'est pas... Non. Mince, comment elle s'appelle celle-ci? La 4 places. La quattroportée. Avec ce V8 de l'époque, elle chantait énormément. On n'avait pas toutes ces normes anti-pollution, anti-bruit. Ah, c'était beau à cette époque-là. Bon, le moteur, on l'entend un petit peu lorsqu'on réaccélère. Sinon, lorsqu'on se remet à régime stabilisé, c'est très correct. Si je réaccélère un petit peu là, on l'entend un petit peu. Alors, c'est pas forcément dérangeant. Je trouve que quand on a une voiture avec un caractère et un look un petit peu sportif, moi j'aime bien le fait d'entendre un petit peu le moteur. Et ensuite, quand on se remet ici au régulateur à 90, je suis à 1800 tours minute à peu près. Pareil, tant qu'on a un régime stabilisé, ce moteur est très discret. La boîte DSG6 fait bien son boulot, c'est agréable. Et on va voir sur les petites routes de campagne, on y arrive bientôt. Allez, ici, petite route de campagne. Je suis en mode confort, parce qu'on a des routes très dégradées ici, avec d'énormes nids de poules, des grosses rainures. Et on va voir ce que ça donne. Là, ici, il y a très gros nids de poules ici. Ouais, ça filtre super bien. J'avoue que le DCC, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, parce que c'est vraiment très agréable à rouler. Allez, on relance en mode confort. On a largement assez de puissance. Le moteur fait 150 chevaux sans le bloc hybride. Avec l'hybridation, on arrive à 204. C'est très agréable là. Hop, ici il y a des gros trous. Et on ne va surtout pas salir trop la voiture. Très agréable à rouler. Je trouve ça bien. Elle reste bien à plat. La direction est agréable. Elle est bien assistée. Lorsque je fais ça, comme je vous dis, en fait, la voiture reste bien à plat également. Donc ça, c'est avec la suspension pilotée. Ça permet d'avoir ce comportement. On est franchement bien. Et là, sur tous les gros défauts, je fais exprès de passer sur les anomalies. C'est franchement très agréable. Toujours un petit peu de monde ici, c'est assez étroit. Ça relance correctement. Et comme je vous dis, je ne suis pas en mode sport. Le mode sport, lui, va recharger également un petit peu la batterie pour avoir le maximum de puissance tout le temps. Le gros trou ici. La suspension fait super bien le job. On sent que le châssis, par contre, est bien rigide. Ce qui va nous apporter normalement un petit peu de dynamisme. Hop, là, pas trop salir la voiture. Voilà, parce qu'elle est toute blanche, elle est toute propre encore. Et je vais vous faire quelques belles images tout à l'heure au coucher de soleil. Pour passer en mode sport, il faut aller sur la petite voiture ici. Et ensuite aller dans Drive Profile. Et ensuite passer à ce moment-là en mode sport. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas de raccourci avec le Drive Select par exemple. Par contre là, je ne sais pas si vous l'entendez, écoutez. On a plus de bruit. On a un petit feeling de moteur plus sportif. À la pédale, je sens tout de suite beaucoup plus de réactivité. Et ça patine même, parce que c'est un petit peu gras. Ce qu'on n'avait pas du tout comme comportement tout à l'heure lorsqu'on était en mode confort. Au niveau de la suspension, on sent que ça s'est rigidifié, même sur les pavés et autres. Là, je vais passer un Dodan, donc en mode sport. On garde quand même du confort sur les Dodan.
Ça, c'est pas mal. Par contre, ça va pousser les rapports bien plus haut, ça va consommer plus. Ça recharge toujours la batterie lorsqu'on est en mode sport pour nous donner le maximum de puissance tout le temps. Donc ça reste un petit plus pour pouvoir avoir les 204 chevaux de puissance cumulés tout le temps. Sinon, on n'a que 150 chevaux si on n'a pas de batterie lorsqu'on est en mode confort. On arrive sur ma petite route préférée où il n'y a personne. On se met en plein milieu de la route. Et auto hold. Alors, donc ça même en mode sport, on a quand même la voiture qui est en hybride. Bon allez, on est prêt. Alors je crois pas qu'il y ait un launch control là-dessus. Non, il n'y a pas. Allez, pied à fond sur les gaz, 0 à 100, ça patine pas mal. 45, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ouais, c'est assez rapide, hein. Allez, donc on avait les roues un petit peu humides, c'est un petit peu gras ici. Allez, on se fait un 100 à 0, voire au niveau du freinage. Ça marche bien, hein. Et même quand on accélère, on sent que c'est très coupleux, très nerveux si on a besoin. Il faut vraiment bien faire chauffer les pneus et l'idéal c'est là, il faut se mettre de très bons pneus pour pouvoir jouer beaucoup plus avec cette voiture. Ce qui est bien avec cette voiture également, c'est qu'elle connaît la cartographie, elle sait quand est-ce que vous allez arriver en ville, quand est-ce qu'il va y avoir des montées, quand est-ce qu'il va y avoir des descentes, tout ça, ça fonctionne avec le GPS quand il va y avoir des ronds-points. Tout ça, sur une petite route de campagne à 80, qu'on arrive dans un village, c'est 70 ou 50, elle va vous mettre un petit panneau, relâcher le pied, elle va se mettre en roue libre et quand elle va arriver dans le village, elle va se mettre à la bonne vitesse. Et là par exemple ici, c'est une zone 30, et bien elle ralentit d'elle-même également. Ça, c'est quand même agréable. Par contre, comme je vous disais, en mode sport, ça recharge tout le temps la batterie. Donc, pensez bien à remettre le mode confort dès que vous avez fini de vous amuser, puisque sinon, vous allez consommer vraiment beaucoup plus. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche avec cette voiture, le fait de consommer énormément. Le but, c'est que c'est une hybride rechargeable en plus. Donc, si on achète ce genre de voiture, c'est pour normalement consommer le minimum d'essence possible. Donc, le mode sport, on peut l'utiliser pour se faire plaisir de temps en temps, mais évitons et utilisons au maximum justement toutes ces aides avec les batteries. Le petit test habituel rond-point, on va se mettre en mode sport qui va nous rigidifier un petit peu la suspension. Alors il y a des endroits où c'est encore un peu gras. Ouais, ça tient super bien. Ça permet en même temps de bien faire chauffer les pneus. Ah ouais, ça tient super. Oh, par contre, dès que je relâche, ça freine un peu. Ça m'emmène l'arrière. Elle a l'air super joueuse, même dans cette version hybride. Ah ouais, ça tient hyper bien. Oh la vache, je suis assez bluffé. En mode sport, elle garde un châssis super dynamique. Elle reste ultra à plat. Alors ça, la suspension pilotée, pour ça, c'est vraiment le gros avantage. Je sais pas si vous avez vu, mais on allait quand même assez vite là. Et c'est rare qu'une voiture tienne aussi bien que ça. Là, je suis assez surpris. En plus, c'est pas la version VZ5 ou la version 300 chevaux. Pour une hybride, bonne surprise. J'aime beaucoup là. Je viens de découvrir quelque chose d'intéressant. Si vous voulez avoir toute la puissance du moteur également, vous pouvez rester en sport et passer en mode sport, donc avec la boîte. Donc par contre, quand je suis en mode sport avec la boîte force le moteur à créer de l'énergie. Par contre, quand je passe en D, je vais avoir la puissance, mais en D, la voiture ne va plus recharger comme lorsqu'elle était en mode sport. Donc, soit vous repassez tout de suite en confort, ce qui permettra de baisser les consommations. Par contre, quand vous êtes en mode sport plus boîte sport, la boîte va faire en sorte que la voiture recharge plus pour avoir plus de puissance disponible tout le temps. Et là, par exemple, je le vois. Alors, j'ai pas les consommations en instantané. Je pense que ça me ferait friser directement. Non, j'ai pas les instantanés ici. À mon avis, là, on est aux alentours des 15 litres à peu près lorsqu'on recharge la voiture. Donc, je remettrai les consos à zéro après parce que au final, ça fait que ça ne me donne pas la réalité sur les consos. Mais même là en mode sport, par exemple, elle recharge un petit peu. Et bien là, la voiture ralentit et elle s'est remise à zéro au niveau des tours minutes. On va voir ce que ça donne sur ma petite route ici que j'aime bien. Allez, mode sport. 200 chevaux, c'est pas mal. Le moteur crie bien. Alors ça reste un peu gras. Fais attention. Ça patine facilement. Ça glissouille un petit peu parce que c'est très bosselé ici. Et la voiture reste ultra à plat. Bon, il y a de quoi se faire plaisir quand même. Ah, dommage que ce soit encore un petit peu gras. La direction est agréable. Alors c'est pas hyper précis, genre comme une vraie voiture de sport.
On sent que c'est pas la VZ5, hein, mais on a quand même un très bon agrément. Ça relance plus qu'assez. Sur les freinages, on a vu que c'était plutôt bien. Le châssis colle bien à la route. Ça reste extrêmement bien à plat. Ça relance super bien. Ça y va bien. Alors, c'est pas un moteur sportif. On a de la puissance, 204 chevaux, c'est largement suffisant. C'est pas waouh, mais c'est surtout en fait le châssis qui va faire que cette voiture peut se rouler de façon dynamique. On va aller essayer de se faire plaisir. Il y a une petite Yaris GR devant. Je pense que lui doit bien kiffer ce genre de petite route ici. Il y a de quoi largement se faire plaisir. Et c'est surtout avec ce genre de petite voiture et des châssis qui font plaisir que je trouve ça intéressant de venir pouvoir s'amuser ici. Et, regardez, on suit facilement cette petite Yaris GR, cette petite bombinette. On est à bon rythme, on va vite rattraper les gens. Malheureusement, on rattrape beaucoup trop vite les gens. La Yaris GR, c'est une des voitures que je préfère. Et non, ça relance bien, c'est agréable. Et quand on est plus calme, ça va. Allez, je décroche. Bon, j'ai continué ma balade, j'avais réinitialisé les compteurs pour vous faire une petite idée. Là, c'était un mix de petites routes de campagne et de villages comme ça, un petit peu de ville. Il y a eu pas mal de trafic tout à l'heure. Moyenne à 5,4 litres en hybride. Et je continue un petit peu et je vous refais un débrief sur la fin avec plus de trajets pour voir vraiment ce que ça consomme avec un petit peu plus de route où ça roule plus vite avec du 110 et autres. Comme ça nous fera vraiment un bon mixte directement. Allez, je vous fais un petit tour de nuit également, un petit peu point de vue conducteur, comme ça vous pouvez voir ce bandeau lumineux juste ici. Hop. Donc là, on entend le moteur qui est démarré. De nuit, on a les feux LED, même le clignotant, souvent, enfin, je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais ça éclaire super bien les panneaux. Et au niveau des pleins phares, c'est marrant. Ah, ça met du temps à s'allumer. Je sais pas si vous avez vu. En fait, comme si ça chauffait un petit peu et hop, progressivement, ça vient éclairer de plus en plus fort. Ça met pas des appels de phare très forts d'un coup. C'est assez intéressant. Bon, là ici, on est sur une zone où il fait vraiment nuit. Donc là, je vous ai vraiment mis point de vue de moi. Ah, c'est dommage, je vais pas pouvoir mettre les pleins phares, parce qu'il y a quand même du monde qui arrive. Bon, il est que 22 h. Ah, peut-être que là, il y aura personne. Ah non, il y a du monde. Mince. Bon, comme vous pouvez le voir, ça éclaire déjà largement assez, même si je vous mets là. Peut-être que là on va avoir une chance qu'il n'y ait personne qui arrive. Et hop, et regardez, plein phare. Alors je sais pas si vous le voyez, ça vient progressivement s'allumer, donc c'est pas brutal. Et bon, ça éclaire franchement bien. Ça me change moi de ma voiture perso. Bon alors, niveau consommation, après avoir roulé quelques jours avec, je suis environ 7 litres de moyenne sans avoir rechargé la batterie, puisque chez moi, j'ai pas de quoi recharger la batterie, donc je roulais juste en hybride, moyenne à 7 litres, donc en ayant démarré le matin, il faisait froid et autres. Bon, voilà, c'est correct, on peut quand même faire mieux. Bon alors, ce Cupra Formentor en version PHEV, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, premier avantage, c'est qu'en France, on n'a pas de malus dessus, ça c'est quand même un gros avantage. Qu'est-ce que ça donne? 204 chevaux, c'est largement suffisant. La conduite en électrique au quotidien est plutôt bonne. Alors effectivement, on est bien en dessous de ce qui était annoncé par Cupra. Et je pense qu'on peut s'approcher des 50 km selon les conditions. 71, ça me paraît quand même vraiment beaucoup. Après, ça reste toujours bien de faire entre 30 et 40 km en 100% électrique parce que la plupart des gens ne font même pas autant chaque jour. Après, l'idéal, c'est si on a une maison, on a de quoi recharger directement. En appartement, ça reste encore assez compliqué. N'achetez pas ça si vous n'avez pas de borne pour recharger tous les jours. Ce ne sera pas vraiment utile. Sauf si vous voulez juste faire une économie de malus et que vous aimez bien cette voiture. Mais je conseillerais quand même plutôt de prendre le tout petit malus sur la version 1,5 litre si vous n'avez pas de quoi recharger. Sinon, c'est une très bonne voiture, le côté agréable de l'électrique, pas de bruit, pas de vibration, etc. Ensuite, on a le moteur qui se met en route. Franchement, un régime stabilisé, lorsqu'on a du trajet à faire, le moteur est plutôt agréable. En ville, on ressent un petit peu les vibrations, mais
Ça reste un moteur thermique, hein, c'est également ce qu'on recherche un petit peu, sinon on peut se prendre des versions 100% électriques. Peut-être qu'un jour ils feront une version du Formentor 100% électrique. Ça pourrait être pas mal parce que ça a quand même du style. Moi je suis plus pour la voiture, je l'aime si elle a un bon style et un bon châssis. Après la puissance, j'en ai pas forcément besoin. Je pourrais m'acheter une Ferrari si elle avait même 150 chevaux, puisque ça a quand même un beau look et je trouve ça quand même très cool. J'aime bien cette voiture. Pour moi, c'est largement suffisant. Il y a de la place à l'avant, il y a de la place à l'arrière. Le coffre, alors c'est pas le plus grand de sa catégorie, mais tout dépend de vos conditions de vie. C'est un très bon compromis. On en voit quand même de plus en plus sur la route. Et je pense que les gens qui s'achètent ça se font quand même assez plaisir. Et le châssis et autres, c'est plutôt bien. Est-ce qu'on pourrait souhaiter de mieux, peut-être une batterie un peu plus grosse pour les gens qui veulent faire un poil plus, mais d'un côté ça coûterait plus cher. Donc en fait, il faut trouver le bon équilibre. Pour le moment, zéro malus là-dessus, donc autant en profiter. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à me dire quelle version vous choisiriez de ce Cupra Formentor. Est-ce que vous êtes plutôt full thermique, un petit peu d'hybride, hybride un petit peu plus puissant, ou le VZ5. Oh, le VZ5, j'en rêve encore. C'était tellement bien avec ce 5 cylindres, ça chantait, ça... Oh. N'hésitez pas à regarder la vidéo en Laponie. J'avais pris vraiment plein de cours de coaching sur circuit en Laponie, j'avais adoré. Et depuis, je crois que je me débrouille bien sur la glace. Bon allez, à bientôt, ciao.